Donc c'est vrai que sur First Print et avec Comics Blog, on vous parle souvent de comics et pourtant depuis le début de l'année, on a aussi envie de vous parler de musique en suivant un projet qui s'est monté depuis quelques années mais qui se lance en ce moment en 2023. Ça s'appelle Grand Turn et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir les deux personnes qui sont à l'origine de ce projet, donc Tactive et DJ Grim. Bienvenue à vous. Merci. Salut, merci de nous accueillir sur ton média qui est très cool. Merci à vous de prendre le temps un petit peu de répondre à ces questions puisque c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de parler de musique sur Comics Blog ou sur First Print sauf pour notamment quand tu as des grosses vedettes qui font des chansons pour des adaptations de super-héros. Et donc vous deux en fait vous avez lancé un projet donc qui s'appelle Grand Turn, donc qui est une odyssée musicale. Enfin, vous présentez ça comme une odyssée musicale avec à la fois donc une composante musique parce que vous êtes tous les deux musiciens, mais aussi avec une composante bande dessinée. Alors, avant de parler bande dessinée, est-ce que vous pouvez juste un petit peu vous présenter tous les deux, nous dire ce que vous faites et ce que vous avez fait avant de vous lancer dans le Grand Turn. On va commencer par toi, Tactive, si tu veux bien. Alors moi c'est un peu particulier parce que c'est un peu une histoire de Bruce Wayne et de Batman. Sans rentrer dans les détails, moi j'ai un peu une vie, on va dire, moi ça fait depuis toujours je travaille dans et pour la musique, que ce soit dans ma vie privée que dans ma vie on va dire professionnelle publique. Et j'ai donc travailler aux côtés de nombreux artistes et c'est le cas toujours aujourd'hui. Je révélerai pas exactement où je travaille, tout ça et tout, mais en tout cas ça a toujours été un peu plus lié à l'industrie musicale et plus précisément s'agissant en fait moi j'étais assez proche de Grimm à travers on s'est rencontrés plutôt à travers des lieux où on habitait à Nantes, etc. Et aussi autour de projets dont il va parler après, que ce soit Hocus Pocus et C2C, sur lesquels moi je voudrais plutôt dans un soutien, on va dire plutôt de direction de projet, de management, de marketing et un peu de direction artistique. Et en fait, à côté de ça, moi j'ai toujours été aussi un fan invétéré de tout ce qui est au départ, je crois que là où je suis tombé dans la musique, c'était vraiment un peu le rap conscient des années 90 avec des groupes à la Tribe Called Quest, The Far Side ou De La Soul ou The Roots. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert aussi Hocus Pocus, qui était un peu le pendant français de ce genre de groupe. Et on a été, on s'est rapidement rapprochés. Et donc, j'ai eu différents rôles sur ces projets. Et à côté de ça, moi, je mixais aussi pas mal de mon côté, et de temps en temps aussi dans des after-shows de Toussi notamment. Et puis à un moment, on s'est rencontrés sur un terrain plus artistique pour mettre en place ce projet Grand Turn, qui a mis quelques années à aboutir et qui est révélé ces jours-ci. Ok, je passe de ton côté. Je sais pas si c'est assez... Ouais, carrément. Ouais, c'est carrément bien. Hein. Ouais, c'est un bon résumé. Donc, Grim, si tu peux aussi nous faire cette petite présentation de ta part. Du coup, moi, je suis DJ à la base. En fait, j'ai découvert j'ai rencontré en fait des potes de lycée avec qui on a fait Hocus Pocus à l'époque, qui est un groupe de hip-hop avec des musiciens qui s'est démarqué par ce côté-là. Et en fait, d'un autre côté, on a monté un autre groupe qui s'appelait Coup de Crosse à l'époque en français et qui s'appelle C2C. C2C donc parce qu'en fait on a commencé à faire des championnats du monde, donc on était un peu les premiers à vraiment jouer, à faire des compétitions de DJ, mais en les considérant plutôt d'un côté musical et de faire de moins axé sur le côté technique, mais plutôt de jouer comme un groupe de musique en prenant chacun des instruments avec nos platines vinyles et de faire des compositions en direct. Donc on a gagné plusieurs fois les championnats du monde, et donc du coup on a fait plusieurs albums avec Hocus Pocus, pas mal de tournées, et le jour où on s'est décidé de faire l'album avec C2C, de faire un truc un peu plus on va dire sur un format physique développé, parce que c'est vrai que les compétitions c'était un truc très de niche, et on s'y est mis en 2010-2011. On a sorti un album en 2012 qui a
qui a eu pas mal de succès. Et voilà, moi, en fait, je suis DJ et à la fois producteur, compositeur et avec Grand Turn, en fait, c'est vraiment une histoire qu'on a commencé à construire quand je suis arrivé. J'ai déménagé, j'étais à Nantes, je suis arrivé sur Paris et avec Tactive, on a commencé à vraiment voilà bosser sur ce projet-là, et c'était un travail de longue haleine pour en arriver à délivrer, à commencer à délivrer un peu tout cet univers là récemment. Très bien. Alors, parce que justement, quand j'avais rédigé un premier article sur vous, dans le communiqué de presse, il disait que c'était en préparation depuis 2019, alors que c'est des thématiques qui résonnent avec le Grand Turn, en fait, vachement dans ce qu'on appellerait le monde d'après, en tout cas, beaucoup de questionnements qu'on peut se poser à l'ère post-Covid, mais ça date d'avant la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment s'est monté ce projet entre vous deux? Qu'est-ce que vous aviez, quelle était l'intention de départ? Grim, si c'est OK, je fais un début Vas-y. d'intronisation. En fait, alors pour être tout à fait honnête, ça a même commencé hors 2019, parce que au départ, en fait, je pense qu'il y avait dans cet aboutissement de C2C, en effet, avec Grim qui est arrivé sur Paris, on a passé beaucoup de temps ensemble, vraiment voilà, c'était un moment, je pense qu'il était un peu plus free à ce moment-là. Moi, j'avais vachement aussi des envies de toucher au plus près, en fait, cette création, d'aussi par un peu cette double vie où voilà, j'ai aussi parfois un quotidien qui est plus plongé, on va dire, dans un côté plus capitalistique entre guillemets, et c'était finalement un vrai moment d'évasion, voilà, de discuter de ça et de commencer à travailler là-dessus. Donc voilà, clairement Grimm pour moi il a été un vrai un peu voilà mon espèce de parrain pour me commencer à me former aussi à tout ça, vraiment plus musicalement, etc. et tout. Et on avait finalement un bon ping-pong au départ qui a commencé vraiment sur la musique pure. Donc c'était vraiment des tests au départ sur une première maquette, et puis là on s'est dit mais en fait c'est cool, on s'entendait, voilà, c'était des bons ping-pong, et puis chacun à sa manière on apportait des choses, dans moi quelque chose de peut-être plus weird, parce que j'avais aucune conscience de voilà, j'ai pas eu un passé où j'ai fait de la musique à la base, et donc ça a été vraiment un apport comme ça très freestyle, et avec Grim qui a vraiment aussi voilà un background hyper fort et tout. Mais voilà, ça a matché artistiquement, et puis petit à petit on a construit comme ça différents morceaux, et c'est vrai que on se passionne aussi et moi j'ai toujours eu en fait j'aime bien la mélodie et j'aime bien le message. Et c'est pour ça que je parlais de rap conscient des années 90 et tout ça et tout, où il y avait vachement, voire même dans le rap au départ, quelque chose de parfois un peu revendicatif et tout. Donc au fur et à mesure aussi par rapport à ce qu'on vivait dans nos quotidiens et tout, il y avait cette notion un peu d'échappatoire, mais il y avait aussi tout d'un coup un concept qui s'est concrétisé de plus en plus. On a commencé à prendre conscience que les paroles étaient un peu importantes quand même dans nos morceaux, et qu'on voulait pas juste, je sais pas, faire 10 titres qui parlent d'amour. L'amour c'est très important, mais disons que on avait d'autres choses dont on voulait parler. Et en fait, on a commencé parce que ça nous manquait assez profondément, en fait, que il y avait pas de purpose, en fait, beaucoup à ce moment-là dans la musique. Et on avait envie d'en redonner, en tout cas, que voilà, c'est la musique, ça a toujours été quelque chose pour être un reflet social d'une époque, et pour faire passer des messages, réveiller des consciences, etc. Et donc on avait envie ajouter cette touche. Donc ça a commencé par les textes, et puis après on a eu vachement besoin aussi de mettre ça en images, et clairement et comme tu le disais, quoi, il y a des thématiques, ça nous a même assez surpris à quel point finalement ça a pris du sens au moment après le Covid, tout ça, où c'était presque un peu un truc, et c'est enfin en toute humilité où on le dit, mais presque prémonitoire sur beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il y a, enfin voilà, à l'époque, c'était avant tout le phénomène Greta et sur l'écologie qui devient un thème d'importance. On avait déjà à ce moment-là écrit et enregistré un titre sur ce concept de l'écologie, à quel point il est important qu'on respecte les ressources qui nous ont été données par la Terre.
Et il y a tout un tas comme ça d'autres thématiques qui deviennent et qui vont peut-être encore plus devenir d'actualité au cours des prochains mois. Et ça, c'était important aussi pour nous de se dire qu'on les a pas écrits en réaction et de façon opportuniste pour surfer sur un thème. C'était vraiment quelque chose qu'on avait développé nous par une observation qu'on avait du quotidien. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais sur justement la pandémie qui est arrivée et qui nous a coupé un peu l'herbe sous le pied comme à beaucoup de gens et en fait le premier morceau qu'on devait sortir était en mars 2020. Donc en fait on a dû faire un peu voilà stand-by parce que ça fait longtemps qu'on bossait sur cette sortie et qu'on se disait bah c'est pas la meilleure période. Mais le morceau Escape a pris encore un autre sens en sortant après le Covid et après tout ce lockdown parce qu'en fait on a vu que ça touchait encore plus les gens qui avaient envie de basculer, de changer de vie, de faire comme on dit leur grande turn et en fait on s'est dit bah c'est fou en fait peut-être que ça a été un mal pour un bien tout ce retard parce que le morceau Escape est encore plus symbolique quoi. Alors Grand Turn, ça se présente avec donc vos deux personnages qui sont masqués et qui décident en fait de casser les barrières de leur vie monotone et de justement faire ce que vous appelez le Grand Turn. Est-ce que vous pouvez un peu me définir juste ce concept concrètement? C'est vraiment essayer de trouver un nouveau sens dans une vie très balisée? Est-ce que ça va un peu ailleurs? Ouais, c'est plutôt un bon terme, une vie balisée, je trouve. Il y a quelque chose en fait qu'on avait envie de. Il y a évidemment aussi un peu un truc autobiographique qu'on a vécu, je pense, avec Grim et moi, à différentes phases de notre vie où je pense qu'on vit dans une société qui essaye beaucoup de nous mettre dans une trajectoire, qu'elle soit dans la croyance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans la sexualité, enfin vraiment à plein de niveaux, et de quelque part ne pas nous autoriser presque à remettre en question cette trajectoire et à pas finalement parfois devenir ce qu'on aimerait vraiment être ou ce sur quoi on pense qu'on est finalement destiné. Et ça, c'est souvent lié, voilà, à une éducation, à aussi une sorte d'insécurité dans laquelle on nous met. Donc, c'est important d'avoir un métier, de gagner de l'argent avant tout. Et donc, finalement, il n'y a pas le terme de l'épanouissement. Finalement, il n'est jamais abordé, même à l'école ou au cours de notre éducation, alors que c'est sans doute le truc le plus important d'une vie. Donc, la façon dont nous on définit le Grand Turn, c'est la capacité à opérer un changement assez radical dans notre existence pour devenir ce qu'on a toujours voulu être afin d'atteindre un état d'épanouissement complet. En fait, c'est vraiment ça la façon dont on se définit. Et je pense que c'est à travers en fait ce projet qui se déroule. Là, on te donne un peu enfin voilà, c'est un peu exclusif aussi, mais en gros, ça va être une première saison en 10 étapes. Chaque étape correspond à une étape nécessaire pour atteindre finalement cet objectif de cette réalisation de soi. Ok, donc quand vous parlez de 10 étapes, c'est-à-dire que vous avez 10 titres de prévus ou ça regroupe aussi d'autres événements ou d'autres médias ou Non, ouais, en fait, depuis le début, on a orchestré cet album comme des sortes d'épisodes qui en fait, chaque morceau raconte une histoire et ça se tient en vraiment 10 épisodes. Donc pour 10 morceaux, quoi. Ensuite, il y aura bien sûr des versions alternatives, des remixes, etc. Mais le cœur du projet tient en 10 morceaux. Ok, mais justement, du côté de la musique, comment est-ce que vous définissez un peu? Est-ce que vous restez... Parce que pour avoir écouté, je crois 4 morceaux pour l'instant, et il y en a que 2 qui sont sortis publiquement. On est sur un peu de la musique électronique. Moi, j'entends un peu de synthwave. Ça me fait penser parfois à Daft Punk. Parfois, ça me rappelle aussi même la première un peu de ce que vous avez pu faire sur C2C. Comment est-ce que vous recherchez en fait vos inspirations musicales? Comment vous composez ces morceaux? Guillaume, tu veux parler Ouais. Bah, en fait, ce qui est, on va dire qu'il y a vraiment une racine qui est l'entente avec Tib, avec Tactive sur vraiment le hip-hop 90s parce qu'on a commencé voilà à être DJ, à scratcher, à mixer et à collectionner des disques via le hip-hop 90s et ensuite qui nous a nourris aussi d'une certaine manière puisqu'on est allé aussi diguer les samples et en fait on a découvert encore tout cet univers riche musical avec des morceaux soul, funk, jazz des années 70.
Donc déjà ça c'est vraiment une grosse base et bien évidemment ensuite je vais pas moi voilà renier mes racines qui sont Hocus Pocus C2C. Donc c'est sûr que si toi t'entends du C2C dans Grand Turn, c'est parce que il y a forcément voilà des bases que moi j'ai pu distiller et ensuite voilà c'est nous on a envie de faire la musique de Grand Turn. C'est vraiment de faire passer des messages, qu'on ait une double lecture qui est vraiment des morceaux qui peuvent être dansants, pop, électro, hip-hop, mais qu'on puisse écouter ces morceaux-là de manière plus à se divertir, à danser et d'avoir des bonnes vibes, mais en fait toujours avec cette deuxième lecture qui est le sens, le message caché ou non et qui ramène en fait sur des thématiques qui sont beaucoup plus profondes. Ouais. Et pour peut-être compléter ça, nous dans le process, on a vachement si souvent quand on commençait un morceau, c'était il y avait un peu un concept. Parfois, ça commençait par justement le concept. Donc vraiment comme un cadre avec ski qui est composé de voilà, on avait souvent une playlist qu'on se partageait et dans cette playlist, on pouvait avoir autant des trucs comme du Prince, mais aussi tout d'un coup un truc de Hans Zimmer ou d'une PO d'un film un peu inconnu des années 80. Évidemment que les dates c'est tellement énorme et intouchable que pour nous ça a été une inspiration à tout niveau, clairement toujours. Mais en fait, on a, je pense, vraiment voulu mélanger énormément de choses différentes et ça se ressent sur les titres qui, comme voilà, vous le verrez, ça va rebondir dans des orientations assez différentes, avec évidemment un son un peu commun, mais on avait vraiment envie d'aller chercher des univers assez différents, parfois même au sein d'une même chanson, pour se dire là aussi que on peut opérer un grand turn au sein d'une même chanson et qu'en fait il n'y a pas de règles et on a le droit de faire ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est ça qui est important dans le message aussi. Ce qui est aussi intéressant avec les morceaux, c'est que vous faites quand même venir quelques très gros noms de la scène française, parce que notamment sur Escape, on a M qui vient jouer de la gratte et qui d'ailleurs apparaît aussi en tant que personnage dans votre clip. Il y a Gringe qui vient poser un couplet ensuite quand vous faites une nouvelle version de la chanson. C'est quelque chose, c'est difficile d'aller chercher toutes ces stars de la chanson française. En fait, c'est souvent des rencontres. C'est parce que le truc qu'on voit le fait de faire de la musique d'une manière quand même assez humaine, naturelle et d'affinité artistique. Et c'est vrai que comme Tactive le soulignait, on aime aussi surprendre, avoir des choses intemporelles. Et sur le morceau Escape, quand on a travaillé dessus, on se disait c'est marrant parce qu'on a un truc un peu synthwave trap et en fait on se dit ça serait marrant de balancer un gros solo de guitare comme il y en avait plus sur les morceaux hard rock ou autres des années 90 que nous on kiffait aussi. On se disait ça se perd ce truc là et Mathieu Chédid on avait déjà fait un remix pour lui avec C2C et puis en fait il nous avait invité sur scène, on l'avait invité aussi au Zénith et donc voilà on se respecte beaucoup mutuellement et quand je lui ai parlé du projet Grand Turn il a vraiment adoré que ça soit la musique ou l'univers visuel et donc on a pu faire cette collab avec lui et voilà il y avait en plus ce rapprochement de nos univers masqués qui était assez intéressant et ensuite Grinch c'est pareil lui il est vraiment dans le délire voilà jeux vidéo, BD, super-héros, il adore tout cet univers et quand on lui avait montré le premier clip qui était en construction, il a adoré, même le côté un peu do it yourself, ça lui a vraiment parlé et c'est un thème qui l'a vachement inspiré. Donc c'est voilà, ça passe par des choses naturelles, des rencontres et puis nous on aime bien collaborer avec des gens vraiment qui accrochent sur le projet, qui comprennent, qui veulent en savoir plus et en fait on finit toujours par les appeler les passengers parce que c'est notre nom un peu on va dire de notre communauté et voilà il y a de plus en plus de gens qui embarquent et que ça soit des gens qui créent dans le visuel, dans la musique ou plein d'autres métiers et voilà quoi il va y avoir plein d'autres collaborations, plein d'autres noms à venir qui seront assez surprenants et intéressants quoi.
Ouais. D'ailleurs, on n'est pas focus que sur des collabs françaises, hein, parce que on a aussi quelques participants internationaux sur l'album et surtout en fait on voulait là aussi être assez disruptif quand en fait on peut, enfin voilà, on peut spoiler quelques noms, mais on a un titre avec Eric Serra par exemple, qui est donc un peu pour nous un monument de la composition de musique de film, dont Le Grand Bleu notamment, et c'est aussi voilà des rencontres qui sont pas faites parfois un peu par hasard, mais en tout cas dans lesquelles souvent les artistes sont assez profondément reconnus, non seulement enfin musicalement par ce qu'on proposait, mais aussi par plutôt la philosophie du Grand Turn. Parce que on a eu beaucoup aussi d'artistes qui se sont complètement reconnus là-dedans, parce que voilà, on a parfois des artistes qui sont issus de familles déjà d'artistes à la base, donc pour eux c'était naturel de le devenir, et d'autres qui n'étaient pas du tout destinés à devenir artistes et qui se sont autorisés à le devenir par voilà presque un appel du corps, quoi. Et c'est souvent ça aussi qui a fait embarquer les Passengers qu'on a aujourd'hui sur cet album. On a au total il y a quasiment 25 participants, musiciens, etc. quoi. Ok, trop cool. J'avais une autre question avant de passer à la partie bande dessinée, c'est que vos personnages sont donc masqués, donc forcément le masque, moi ça me parle, particulièrement dans la culture que je couvre. J'imagine que vous êtes aussi fan de super-héros, ou en tout cas qu'il y avait peut-être une volonté, sinon juste de rester plus ou moins anonyme, parce qu'on sait quand même à peu près qui vous êtes pas non plus complètement des inconnus, mais ouais, pourquoi vous avez voulu ce masque? Est-ce que c'est aussi pour dire que le voyage que ces deux personnages entreprennent n'appartient pas qu'à vous mais à tout le monde, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de visage gravé? Exactement. Ouais, en fait on voulait que toute personne puisse se reconnaître là-dedans. C'était ça la base, avant l'anonymat ou ce genre de choses. C'était vraiment que finalement le visage qu'on porte n'était pas important, et qu'on voulait quelque chose qui voilà, et d'ailleurs même cette texture du masque dans laquelle on peut lire finalement à la fois un peu mille visages et tout, on voulait que ce soit quelque chose d'assez voilà, d'assez hybride comme ça et tout, et neutre, exactement, ouais. Et après on trouve qu'il y a aussi évidemment il y a toute l'esthétique du comics, et dans ce qu'on a raconté, le comics se prêtait particulièrement, et donc aussi le côté des deux personnages qui s'extraient, qui finalement dans le clip qu'on voit et que on a fait aussi en version BD, il y a vraiment ce burn-out qui vivent à un moment, et c'est à ce moment-là qu'ils se font un peu électriser et envoyer ce masque sur le visage, et avec lequel ils agiront pour à chaque fois qu'ils iront se plonger en fait en dehors dans la matrice dans laquelle on évolue, quoi. Il y avait une volonté donc aussi de faire de la bande dessinée, en tout cas de proposer des mini-comics pour accompagner ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous vouliez aussi avoir ce média particulièrement dans le projet? Qu'est-ce que c'est pour vous la bande dessinée? Qu'est-ce que ça peut apporter? Parce que vous avez déjà la musique, vous aviez du clip vidéo, donc quelque part vous aviez déjà un support visuel. Donc pourquoi aussi passer par la bande dessinée? Ouais, en fait, c'est venu naturellement parce que c'est marrant, tu parlais, cet élément d'identification de pouvoir en fait que tout le monde puisse incarner cette histoire, et en fait que en fait ce soit deux personnages qui vivent une aventure, mais c'est un peu l'aventure de tout le monde. En fait nous a amené vers ce storytelling, vers ces personnages, à faire des masques, etc. Et en fait plus les personnages prenaient forme et plus l'histoire était, on va dire, sophistiquée et prononcée, plus on se rapprochait vraiment d'un storytelling fort qui nous amène vers le côté bande dessinée. Et il y a tous ces éléments qui, au fur et à mesure, surgissaient, comme le fait que t'actives en fait soit Bruce Wayne la journée à travailler dans un bureau, et puis le soir à venir en mode Batman à bosser sur Grand Turn, et d'avoir cette double vie. Et en fait, cette double vie-là, on s'est rendu compte qu'elle était souvent exprimée, et même quasi à chaque fois dans les bandes dessinées. Et en fait, ce dont tu parlais aussi que bien évidemment on n'est pas masqué comme certains artistes qui ne montrent jamais leur visage, et qui ont décidé comme Daft Punk ou autres, de jamais jouer sur leur personnage public entre guillemets. Nous, en fait, on s'est dit, mais
quand on lit une BD ou quand on va voir des films de super-héros et en fait on est spectateur et les gens seront spectateurs de notre musique, et ben en fait ils savent très bien faire la dissociation et on a on va dire nos habits de super-héros, de comics, d'artistes, et en fait après dans une autre vie là, comme on fait cette interview avec toi, et ben en fait on est aussi de nos personnages démasqués. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses qui a fait qu'on a pu s'exprimer encore plus, renforcer la philosophie qu'il y a derrière les morceaux et d'avoir enfin le visuel, on l'a bossé en parallèle de la musique même à la même hauteur, et je dirais que des fois même plus, tellement on a été dans les détails, et on trouve que c'est en fait, je pense qu'on vient aussi, je reviens sur le vinyle, et quand on a ces objets et qu'en fait on a vraiment quelque chose de fort, que ça soit les photos, les informations qu'on peut avoir, et des artistes même hip-hop qui ont pu surfer sur le côté un peu super-héros comme MF Doom ou des DJ à l'époque ça s'appelait X-Men, etc. En fait ça va vraiment amplifier ce kiff des fans, en fait, d'avoir la musique qui est vraiment encore plus amplifiée par le côté visuel, et les clips sont quelque chose, mais la BD quelque chose que tu lis, que tu as entre les mains, qui est matériel, parce qu'on nous c'est bien évidemment pour l'instant digital, mais notre souhait c'est par la suite de faire cette BD en vrai, bah c'est encore plus fort. Ouais, c'est vraiment je pense que, en tout cas, il nous fallait, pour raconter une histoire comme ça, une imagerie qui nous permet d'avoir beaucoup moins de limites que des images filmées plus classiques. Et je pense qu'on vit aussi dans une époque où il y a beaucoup de gens qui ont besoin, envie de s'échapper un petit peu du quotidien. Et on adore en fait ce monde du comics et des super-héros, parce que justement, c'est basé toujours un peu sur cette notion un peu de double vie. Et on a été à un moment avec Grimm sur le Comic-Con à Paris lorsqu'il existait encore, et on a été complètement fascinés de voir finalement qu'il y avait énormément de gens comme nous et qui ont des boulots tout à fait voilà, vraiment c'est cosplayers quoi, qui ont des boulots tout à fait communs en fait dans la journée, et qui la nuit ou à d'autres moments de leur vie vont enfiler voilà le costume de ceux à quoi ils aspirent vraiment, et en tout cas c'est un moyen d'évasion. Et nous aussi dans chaque une des étapes de cette aventure, c'est le meilleur moyen pour la raconter. Clairement, nous c'est un univers aussi esthétique qui nous a toujours énormément plu. On va pas prétendre à dire que nous on est les plus puristes geekos du comics et tout, parce qu'on n'aurait jamais on est beaucoup trop dans l'humilité pour pouvoir prétendre à ça. Mais en revanche, c'est vraiment un monde qui nous parle à mort, quoi. Ah, mais c'est cool de savoir que vous étiez au Comic Con Paris à la dernière édition, parce que on s'est peut-être croisés sans le savoir. Mais ce que je voulais te demander, vous demander, c'est du coup, c'est par rapport au choix des artistes. Daniel Sampere, c'est parce que vous l'avez justement rencontré au Comic Con Paris, parce qu'il y était à la dernière édition. Donc, est-ce que j'y vois un lien de cause à effet ou pas? Absolument, ouais. Alors, on avait pris contact avec lui avant. Ouais. Et pour tout dire, on a même pris contact avec pas mal d'autres protagonistes. J'avais la chance que Jérémy, qui était un des que tu connais peut-être, qui était un des organisateurs du Comic-Con, et qui est quelqu'un qui a bossé aussi dans la musique, donc on se connaissait un peu, donc il nous a aussi un peu aidé à nous connecter avec certaines personnes. Mais après, c'était aussi très un peu comme ça, de façon plus improvisée, sur Insta, tout ça et tout. Et on s'est heurté aussi un peu à ce problème il y a beaucoup de ces dessinateurs qui sont liés à des éditeurs et de façon exclusive. Donc, c'était très difficile pour eux de déroger, parce qu'il y avait plutôt parfois aussi un répondant, ah, ce serait cool, mais ça va être compliqué. Et en l'occurrence, avec Daniel, il kiffait. Enfin, c'est vraiment un mec qui a été aussi un peu DJ à ses temps perdus, et qui connaissait C2C, donc il y avait il s'est reconnu un peu là-dedans. Et c'est comme ça que la rencontre physique, en fait, s'est fait vraiment au moment du Comic-Con Paris, en effet, derrière. Mais après, dans le projet, le but, c'est de ne pas travailler non plus pas qu'avec un seul dessinateur, et de changer aussi
avec et on a d'ailleurs rencontré le dessinateur de l'épisode, même des 2 épisodes suivants, sur le Comic-Con suivant, si tu veux d'ailleurs en parler, Guillaume. Bien sûr, quand on a commencé à se dire ça serait cool de trouver un dessinateur pour faire ces épisodes de Grand Turn qu'on avait en tête, et ben en fait on s'est rendu compte aussi de tout ce monde-là, que qu'il y avait beaucoup de stars aussi qui étaient très demandés, voire plus demandés, que c'était limite plus galère que certains artistes parce qu'il y a beaucoup de contrats avec soit Disney, soit Marvel, et puis en fait nous aussi on était très difficile sur le inking, sur la manière de dessiner. On avait vraiment un truc en tête assez précis, et donc on était super content d'avoir Daniel Sampere qui était très occupé et qui a pu bosser avec nous, mais ça aurait été dur d'établir un truc sur un très long terme. Et comme disait Tactive, on avait envie aussi de pouvoir changer à l'image des morceaux, de pouvoir collaborer avec d'autres artistes pour avoir on va dire une autre expression, mais tout en gardant quand même la lignée pour pas qu'on parte dans différents styles complètement incohérents. Et quand on se baladait sur le Comic-Con, on a vu Christophe Gaillot. En fait, on a vu ses planches et ses BD, son travail. Et en fait, comme on était habitué à aller toujours diguer, on a direct flashé sur son travail et on a commencé à travailler avec lui. Et c'est lui qui a commencé à dessiner pour nous, qui a pris la suite de Daniel Sampere pour dessiner les BD de Time et Into the Beat, les 2 morceaux qui vont arriver. Alors, est-ce que c'est compliqué d'écrire un scénario de bande dessinée pour vous? Je sais pas si c'est quelque chose que vous aviez déjà pu faire avant, même pour le seul plaisir. Qu'est-ce que ça vous a appris un peu sur ce qui fait l'écriture dans ce média particulier? Bon, clairement, nous, on se dit là aussi, on n'est pas du tout, on estime être au niveau des grands maîtres en la matière, mais par contre, on a adoré, franchement, enfin, c'était un vrai kiff de tout le process et de découvrir aussi tout ce process, de s'entourer de gens super compétents et tout, parce que on a découvert aussi un monde, qu'il y a le coloriste, il y a le inking et tout ça et tout, et après sur l'histoire, on voulait vraiment aussi avoir un peu plus de liberté dans la retranscription de la musique en histoire. Et c'est d'ailleurs sur le clip de Time qu'on révélera prochainement et qui va être le prochain morceau. On est sur une histoire assez différente au sein de la BD qui parle de la même mécanique, on va dire, mais donc sur le fond, on est sur la même chose, mais sur la forme, on la retranscrit de manière différente parce que justement le côté un peu nos limites finalement d'une histoire qu'on peut raconter dans une BD, on avait beaucoup moins de limites parce que quand on pense clip, on se dit ah ouais mais ça veut dire que c'est des budgets, c'est des décors, c'est des moyens, etc. Et donc là on était beaucoup plus free quoi. Donc franchement c'est super cool et c'est là qu'on kiffe aussi parce qu'on a vraiment la capacité et l'envie d'emmener l'histoire là où on a envie de l'emmener en temps réel, presque au moment où on va la dérouler quand. Donc c'était plutôt un kiff, et puis voilà, c'était des ping-pong entre Grimm et moi, entre le dessinateur, de se dire ok, on avait à peu près le nombre de planches, de panels à disposition, et après on se dit ok, là-dedans il faut qu'on raconte ça, donc panel 1 ça va être ça, panel 2 c'est ça, et après on fait en mesure les dialogues, voir une fois qu'il y a aussi la partie texte qui est mise en forme, est-ce que ça tient bien, est-ce qu'il y a trop de texte ou pas, et c'est ça qui donne le résultat à la fin. Et c'est vrai que on se rend pas compte du travail titanesque on va dire de recherche de référence, parce qu'en fait on doit être sur la même longueur d'onde avec le dessinateur tout le temps. Donc nous on essaie vraiment de driver au maximum pour avoir le moins de mauvaise surprise ou d'incompréhension. Donc en fait on va chercher vraiment sur chaque case, s'il y a un édifice qu'on va représenter ou un élément, et ben on va chercher toutes les références en photo, on va essayer même de gribouiller des trucs, faut écrire tous les textes, faut que tout tienne sur les différentes cases, etc., la position des personnages, les petits détails, et donc on fait ce travail d'aller-retour, mais en balisant le plus possible à l'image de la musique, comme si on allait chercher tous les éléments nous-mêmes pour construire le morceau. C'est un peu pareil avec les éléments de BD.
Et pour ce qui est des couvertures, parce que là vous prenez vraiment aussi l'iconographie vraiment typique des comics mainstream, voire et indépendants aussi. Vous imposez vos choix, c'est vous qui donnez les directions à l'artiste ou vous lui donnez carte blanche en fonction déjà de ce qu'il doit raconter dans les pages de BD? Nous, on est un peu psycho quand même, hein. Ouais. En fait, nous, comme on te disait, on balise le truc le plus possible parce que, en fait, déjà, on sait ce qu'on veut. Alors, si tu veux, il y a des artistes, il fera des collabs et il dira, ah ouais, j'ai envie d'un truc parce que ce mec-là, il dessine une BD, tu peux raconter mon histoire musicale, tu vois. Et en fait, tu laisses complètement, quartier libre au dessinateur, mais après, faut savoir qu'il y a des gars qui sont très techniciens aussi, mais qui vont pas savoir forcément te raconter quelque chose. Nous, on a écrit toute l'histoire de notre groupe et on a déjà des interludes qui racontent vraiment l'aventure de ces deux héros. Dans nos morceaux, il y a une histoire. Donc, en fait, quand on tient un storytelling, on veut vraiment l'exploiter jusqu'au bout et tout va être raconté de A à Z. Et après, pour les couvertures, nous, vraiment, ce qui nous plaît le plus avec Tactive, c'est vraiment les couves des comics vintage, années 60, même des premiers Spider-Man, voire des Superman, et en fait avec des couleurs très vives, assez simples, on va choper vraiment plein de refs pour ce qui est des titres, du lettrage, des couleurs. On se dit ok, il faut des lettres rouges sur un fond jaune, ici il faut le placer là. Vraiment, on essaie d'aller le plus dans le détail possible. Ouais, en tout cas, c'est sûr qu'on a une vision assez claire toujours de ce qu'on a envie de faire. Même quand sur la musique, on a souvent quand même été en studio avec des refs assez précises, voire vraiment déjà la mélodie. Enfin, tout était assez un peu préécrit. Donc parfois on passe aussi un peu pour les mecs, voilà, un peu un peu psycho et hyper déter, quoi, on va dire. Mais c'est aussi parce que voilà, c'est une vision et évidemment on est dans un échange aussi. Après, souvent on se rend compte que la personne a aussi des choses à proposer et donc rebondit sur notre intention. Et évidemment, si ça va dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, le but c'est de réaliser des choses comme ça. On est surtout avec des personnes de ce niveau. Ils ont tellement à proposer à un tel niveau que souvent il y a aussi un système de surenchère qui se met en place, quoi. Donc en tout cas on a quand même une vision assez précise sur la colorimétrie, sur la disposition, sur la couve, un peu comme un morceau. À chaque fois on donne des rêves quand même assez précises au départ. Et donc vous nous expliquez qu'il y aurait un album de prévu. Donc c'est là, j'imagine que en fait chacun des morceaux ça va se présenter sur tous les mois. Comment on fait un petit peu justement pour faire vivre le projet? Ça a été quoi votre stratégie un petit peu pour le faire connaître? Parce que même si vous avez déjà fait de la musique et que c'est tout ce qui Focus, ça reste dans les mémoires, comment on fait pour vraiment se lancer en tant que nouveau groupe et surtout pour continuer d'attirer l'attention au fil des mois? En fait, on est dans une époque qui change aussi énormément. Donc, on pourrait pas dire, tiens, on va bosser l'album de Grand Turn comme on bosserait l'album de C2C ou un autre, parce que c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes médias, c'est plus les audiences ont aussi changé vachement dans leur façon d'être, de ce qu'ils demandent et tout. Donc, nous, on est parti d'un principe où on avait vraiment envie que ce soit comme une série. Et donc la première saison d'une série avec une sorte de préquel qui était Escape, parce que c'est finalement le seul vrai titre qui pour l'instant est sorti. On avait fait un remix pour Mathieu Chédid d'un morceau qui s'appelle L'autre paradis et qui a été d'ailleurs coproduit par Mathieu et par Thomas Vangelter de Lactoc et qui nous avait demandé ce remix un peu sur un EP qu'il a sorti. Et après le préquel, voilà, on l'a sorti nous. Et puis nous, on est vraiment dans une envie que un épisode égale un morceau et une étape de l'Odyssée. Donc il va y avoir des étapes intermédiaires où donc là on sort un deuxième single Time avec Emma Lamadji et Thaïs Lona le 16 juin prochain. Et en fait on a ensuite un EP qui est prévu à la rentrée début septembre avec un troisième titre et plusieurs remixes sur ce qu'on appelle donc un format un peu plus long mais qui n'est pas encore l'album. Et on a sans doute on va travailler un peu par trilogie à chaque fois et donc c'est toujours révélé comme ça un peu 3 morceaux qui
sont on va dire une étape ou 3 étapes de ce parcours. Et à chaque fois, peut-être aboutir à un EP et ainsi de suite. Et à la fin, plutôt livrer un album qui est au complet. C'est aujourd'hui l'intention qu'on a. Ça peut aussi un peu bouger en cours de route. L'histoire, on l'a aussi dessinée de façon à ce qu'on puisse on n'est pas obligé entre guillemets d'aller dans un certain ordre et que finalement c'est un peu comme un puzzle qui marcherait avec différentes représentations finales et donc on peut ajouter les pièces les unes derrière les autres de façon un peu customisée en fonction de l'actualité, de ce qui arrive, de ce qu'on a envie de sortir. Ouais, puis c'est marrant quand même parce que je réagis tout de suite là-dessus parce que c'est un projet sur lequel en fait vous prenez le temps quand même de le faire vivre et de le construire étape après étape et ça renvoie même à votre second morceau de Time où vous dites justement qu'il faut pas se laisser battre par le temps et qu'il faut le prendre pour l'affronter. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est risqué dans notre époque où justement tout va tellement vite où enfin là vous allez presque à contre-courant en fait. Mais en fait c'est en fait il y a des on prend, il y a des phrases comme ça de certains artistes ou certains réalisateurs de films qui ont mis du temps pour faire des œuvres, que ce soit des albums ou des films, qui disent qu'il faut vraiment prendre son temps pour faire des bonnes choses, comme, enfin, Dr. Dre l'avait sorti il y a pas longtemps. Je regardais une interview de Tarantino qui parlait de ça. Bon, après, voilà, on va pas se comparer non plus forcément à ces génies, mais c'est juste pour dire qu'il y a aussi des gens, tout presse, mais il y a aussi beaucoup d'artistes en fait qui font leur chose, qui le développent de manière tranquille, posée, constructive, réfléchie, avec tout un univers. Et nous ce projet, on sait que c'est à contre-courant, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça va, pour certains ça va pas assez vite et on peut vite se faire zapper parce qu'il faut prendre le temps de rentrer dedans. Mais nous en fait on sait que cette carte là est à jouer, qu'il y a toujours nous-mêmes on s'intéresse à beaucoup de projets qui prennent leur temps et les gens ont encore le temps, puisque la preuve, regarde, sur tout ce qui est série, on peut avoir des épisodes qui durent hyper longtemps, des saisons qui sont là, et en fait pourtant ça a sa place dans cet univers où tout le monde regarde des réseaux sociaux, des vidéos de 15 secondes. Donc c'est vraiment un parti pris de vraiment d'imposer cet univers pierre par pierre. Et d'attirer de plus en plus de gens qui ont aussi cette philosophie, ou en tout cas je pense en plus qu'il y a un revirement par rapport à toutes les thématiques qu'on aborde, et dans Time aussi, c'est que je pense qu'il y a aussi il y a une prise de conscience de plus en plus, j'allais dire il va y avoir, mais il y en a une, sur le fait qu'à un moment il faut aussi se poser, apprécier les choses, reprendre le temps de regarder des choses en long format. L'exemple du vinyle aussi, il est assez flagrant, parce qu'en fait il y a de plus en plus de vinyles vendus, limite plus que dans les années 80 aujourd'hui. Et en fait c'est un autre rapport au temps. Le vinyle, c'est vraiment, on achète l'objet, il faut l'ouvrir, il faut le poser sur la platine, mettre le morceau, retourner pour écouter l'autre face, on peut regarder les crédits, etc. Donc on a une autre appréciation de l'art et de la musique, et je pense que voilà qu'il y aura toujours cette sensibilité de la part du public, et nous on peut vraiment s'inscrire là-dedans. C'est vraiment ça. En fait, nous, on n'est pas du tout dans une surenchère du contenu où on se dit, OK, on va sortir 3 albums par an parce que maintenant ça marche comme ça et tout. Parce que en gros, il y a 120 000 titres actuellement injectés dans Spotify tous les jours. Comment est-ce qu'à un moment, à quoi ça rime en fait? C'est que les gens sont même pas capables d'aspirer ça. Et donc, du coup, c'est du flux. Tu zappes en peu de 10 secondes. Et nous, en fait, on le fait pas que dans un esprit, évidemment, c'est la récompense, la validation par le public, le nombre de streams, tout ça et tout. Mais on le raconte. On est dans une société qui est régie par les chiffres et la performance. Et on sait pas dans cette démarche qu'on l'a fait. Nous, on avait surtout envie de raconter une histoire. S'il y a des gens qui ont envie de l'apprécier, on l'espère, ce sera génial. Mais on le fait avec le nombre d'épisodes dont on pense qu'il fallait disposer pour le raconter, et on le fait certainement pas en se disant ah oui mais les gens ils vont vouloir avoir plutôt 100 épisodes que 10, et enfin ça pour nous ça rime à rien. Et moi j'ai vraiment tendance à croire que les bonnes choses mettent du temps à être faites, comme Guillaume citait cette interview de Tarantino, un vrai bon film ça met longtemps à être fait parce que chaque détail est précis, etc.
Et il y a d'autres, on va dire, générations aujourd'hui qui sont, qui regardent les films en accéléré, etc. et tout. Donc, c'est vraiment du popcorn. Et nous, on n'avait pas trop envie de se situer là-dedans. Et on pense qu'il y a encore moyen. Quand on regarde Kendrick Lamar, le mec, il sort un album tous les 3 ans, peut-être, ou un peu comme ça. Et c'est des classiques à chaque fois parce qu'il met du temps de ouf à peaufiner chaque caisse claire sur son album. Et donc, nous, on a eu plutôt cette approche, à tort ou à raison, mais en tout cas, on avait envie d'être dans un truc un peu plus less is more, quoi. Ouais, puis de toute façon, enfin, même sur cette rapport temporel, il y a même l'exemple ici, parce que voilà, on fait un podcast de 3 quarts d'heure pour présenter le projet et pas une interview radio de 5 minutes. Donc, vous parlez un convaincu sur la nécessité d'avoir du temps long dans tous les cas. Et de toute façon, vous avez déjà répondu à ma question sur la possibilité de faire de l'impression sur les bandes dessinées. Mais alors, je vais terminer avec celle-là, parce que je sais pas si c'est l'aboutissement de tout projet musical, mais est-ce que vous préparez aussi du concert, du live avec de la mise en scène justement pour construire aussi Grand Turn avec le public en direct ou pas? Ouais, alors bien évidemment, c'est une des facettes qu'on n'oublie pas et qu'on a en tête depuis longtemps parce que c'est l'aboutissement aussi de pouvoir à un moment partager sa musique en live avec le public et on va pas de toute façon parler et spoiler de ce qu'on a en tête. Déjà, en fait, ce qu'on veut, c'est installer le projet musicalement et commencer, à ce que les gens adhèrent au projet, qu'on gagne on va dire les auditeurs, les fans, les passengers. Mais en fait, on aimerait arriver avec quelque chose, à la hauteur de tout ce qu'on a construit sur le projet, de nos ambitions et d'avoir quelque chose de beau et qui raconte encore, une histoire sur scène, que ça soit un vrai spectacle. Parce que comme on a tout ce côté musical très riche avec il y a une vingtaine de musiciens quand même qui ont participé à ce projet. Je te dis pas qu'ils seront tous sur scène, mais en tout cas, entre tous les gens qui ont participé, toute l'imagerie et tout ce que ça raconte, en fait, si on fait un live à un moment, c'est sûr qu'on va pas se contenter d'un simple DJ set avec 2 écrans LED. On veut vraiment que ça soit à l'image de tout ce qu'on a construit, quoi. En fait, on a même un truc assez précis en tête, mais c'est quelque chose d'un peu monumental. Donc, qui dit monumental, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le monde dans la salle. Et donc aussi, un certain niveau de notoriété qui soit atteint pour pouvoir y arriver. Après, on se cache pas qu'à des moments, on fera peut-être comme ça un budget set actuel d'ici là, mais c'est vrai que si on parle de live, nous on imagine quand même quelque chose vraiment avec des musiciens et du média écran, etc. Bien raconter, vraiment mettre les gens en immersion. Ouais, du spectacle, vraiment. Voilà, et les faire rentrer dans notre vaisseau et venez, on va faire un tour ensemble dans le temps d'une soirée, quoi. Mortel. Bon, en tout cas, on suivra ça avec attention, puisque donc là, à l'heure où on met ce podcast en ligne, donc il y a le 2e titre, Time, qui est en ligne et que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify et compagnie. Et donc, la bande dessinée, vous la mettez en ligne un peu plus tard, c'est ça? En général, ça vient un petit peu plus tard après le... Ouais, ça vient dans quelques jours, ouais, exactement, ouais, ça vient dans quelques jours, mais ça ne va pas tarder. Et évidemment, on pensera à Comics Blog pour vous l'acheter un peu en exclu des premières images, comme on l'a fait aussi la dernière fois. Ça marche. Merci beaucoup, les gars. Donc, Grim est actif d'avoir été présent dans cette émission. Donc, c'était super sympa de vous retrouver. Et je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. J'ai hâte que le reste du public puisse aussi découvrir en même temps, en fait, le reste des chansons que moi j'ai déjà eu la chance de pouvoir écouter. Et je vous dis à une prochaine fois, en tout cas. Yes, trop cool. Merci à toi. Et merci à tous les gens qui écoutent. Et on vous retrouve bientôt et rejoignez l'aventure Grand Turn avec les premiers passengers qui la suivent déjà. À toutes. Ciao.